Est-ce le début de la fin pour le projet européen? On n'en est pas encore là, bien sûr, mais l'inquiétude plane sur l'Union européenne depuis le choc du Brexit. Il y a 10 jours, les Britanniques ont décidé de quitter l'Union et depuis, les questions et les incertitudes se bousculent. Un Brexit sans doute symptomatique et symbolique de la distance qui s'est installée entre les institutions et les citoyens européens. On en parle avec vous, Pascal Lamy. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre du Parti socialiste, ancien commissaire européen au commerce et ancien directeur de l'Organisation mondiale du commerce. Merci d'être notre invité. Et d'abord, Pascal Lamy, j'aimerais évoquer avec vous la disparition de Michel Rocard. C'est un homme dont vous étiez proche en termes d'idées. Oui, certainement. On a travaillé ensemble pendant de longues années. On n'a pas toujours été exactement sur les mêmes positions à l'intérieur du Parti socialiste, mais bon, c'était quand même un homme formidablement généreux, un sens de la justice sociale très très profond, très concret, très réel. Un peu compliqué, comme beaucoup de ces éléphants politiques, mais un ami formidable, fidèle, loyal, droit. Un type vraiment très bien. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que si le PS avait un peu plus écouté Michel Rocard ces dernières années, lui qui était partisan d'une ligne réformatrice, mais accompagné de fortes garanties sociales, est-ce que vous avez l'impression que le PS se déchirerait moins aujourd'hui? Oui, je crois. Je crois que Delors, lui, Mendes avant, dans des générations précédentes, s'ils avaient pu peser davantage et faire de la social-démocratie à la française une social-démocratie qui ressemble un peu plus aux autres et qui ne s'en distingue pas comme c'est encore le cas aujourd'hui, je pense que ça aurait été bon pour la France, bon pour les Français, mais on est encore un certain nombre à peser dans cette direction. Alors, sur l'Europe, Michel Rocard avait des propos plutôt pessimistes ces dernières années. Pour lui, l'Europe, c'était fini. On avait raté le coche, c'était trop tard. Il avait évoqué des institutions paralytiques qui tuent le leadership. C'était lors des journées de Bruxelles organisées par le magazine l'Obs. C'était en novembre dernier. Vous y aviez participé. Et il s'exprimait le mois dernier encore à propos de l'Europe sur la chaîne Russia Today. On l'écoute. L'Europe s'affaiblit, se meurt de n'avoir pas d'exigence stratégique. L'Europe n'a pas d'existence lui permettant de prendre des décisions rapides et fortes. Et par exemple, pour sauver l'euro. L'euro n'est pas une vraie monnaie dans la mesure où ceux qui la gèrent n'ont pas le pouvoir. Dès son traité constitutif, qui est de 1958, les autorités européennes n'ont pas le droit de toucher à certains sujets autrement qu'à l'unanimité. La fiscalité, par exemple, le statut des travailleurs, des grèves, du licenciement, des négociations, tout ça pas touche, ça reste national. Donc il n'y a pas le vécu commun d'un ensemble économique unique. Et encore moins, jamais l'Europe n'a pu parler d'une voie unique sur le Moyen-Orient. Les autorités européennes n'ont pas vocation à s'en occuper, interdiction. Pascal Lamy, vous qui avez été au cœur des décisions de l'Union européenne, est-ce que ce constat sur l'Europe, vous le partagez? Non. Vous êtes plus optimiste. Michel Rocard était un grand déçu de l'Europe. Il y avait beaucoup cru dans sa jeunesse, côté un peu boy scout. C'est un idéaliste. Et l'Europe fédérale de ses voeux n'était pas là. D'ailleurs, quand il était Premier ministre, il a eu l'occasion de s'apercevoir que c'était plus compliqué que ça. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée que l'Europe, c'est fini. C'est un projet de long terme, essentiel si nous voulons conserver nos valeurs d'Européens, celles qui nous distinguent des Chinois, des Américains. Moi, j'ai pas envie que mes petits-enfants considèrent que la réglementation sur l'environnement ou le niveau acceptable d'inégalité se soit décidé à Washington ou à Pékin. Je préfère que ça soit décidé chez nous. Et donc, c'est un projet compliqué. Il a raison quand il dit, dans cette interview à Russia Today, qu'il y a un problème de vécu. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'interdépendance économique de l'Europe est plus grande que son interdépendance mentale, son interdépendance dans les esprits. Il n'y a pas assez d'appartenance. C'est le problème d'appartenance. Ouais. Et ça, c'est un peu notre problème à nous, pro-européens. Il faut qu'on renouvelle, il faut qu'on soit meilleur dans la conviction des opinions. Il faudrait aussi que les gouvernements arrêtent de taper sur Bruxelles et sur l'Europe quand ça les arrange, parce que c'est quand même un sport qui ne fait pas de bien à l'Europe. Mais c'est une facilité politique aussi. C'est de la schizophrénie politique, tout simplement. Ça consiste à ne pas voir ce qui se passe de l'autre côté, alors qu'on y siège de temps en temps. Donc, il y a beaucoup à faire. Je ne crois pas que le Brexit dise quelque chose
d'essentiel, parce que ce que les Britanniques ont voulu faire, c'est d'en sortir. Et il y a 27 pays sur le continent dans lesquels les opinions ne sont pas pour en sortir. Ils préféreraient plus d'Europe comme ci ou moins d'Europe comme ça. Mais ça nous rappelle cet événement, qui d'ailleurs a des conséquences pour l'instant totalement imprévisibles. Les vainqueurs de Brexit ont passé une semaine à se demander ce qui leur arrivait, ce qu'ils allaient faire. Et justement, Pascal Lamy, on va y revenir. Ouais. J'espère, parce que ça dit quelque chose aussi sur la difficulté de sortir de l'Europe quand on le veut. Mais en tout cas, nous, pro-européens, devons être meilleurs pour expliquer aux opinions, notre opinion à nous, selon laquelle on fait mieux ensemble que séparément, et que c'est pour ça qu'il faut continuer. Alors, on l'a dit, après le référendum, les 27 veulent un départ rapide de Londres. Mais la Grande-Bretagne ne se montre pas très pressée. Pour David Cameron, la semaine d'après le référendum que vous évoquiez a été compliquée à gérer. On va voir cela avec Bastien Bory. Jeudi 23 juin, le pari politique est perdu pour le Premier ministre britannique qui annonce sa démission. Alors à Bruxelles, pendant que les bourses dévissent, les dirigeants européens attendent David Cameron de pied ferme. Cet après-midi, je vais expliquer que la Grande-Bretagne va quitter l'Union européenne, mais je veux que ce départ soit aussi constructif que possible. Nous ne pouvons pas tourner le dos à l'Europe, car ces pays sont nos voisins, nos amis, nos alliés, nos partenaires. La pétition de 4 millions de signataires réclamant un autre référendum n'y fait rien. Les Européens sont tenus d'attendre le nom du successeur de David Cameron avant de pouvoir activer la procédure de désunion via l'article 50 du traité de Lisbonne. C'est à l'Union européenne de définir les directives, mais c'est à la Grande-Bretagne de nous notifier son départ. D'ici là, nous ne pouvons pas mener de négociations avec elle. Le lendemain, les 27 se réunissent sans le Royaume-Uni. Nous n'attendrons pas des mois avant le divorce, menace-t-il. Mais c'est bien le Premier ministre d'un pays hors Union qui fixe encore l'agenda européen. Je pensais que les partisans du Brexit avaient déjà un plan de sortie qui tienne la route. Mais maintenant, ils nous disent qu'ils ont besoin de temps. J'espère que le prochain gouvernement britannique réglera cela le plus vite possible. J'ai rarement ressenti une atmosphère comme celle-là. Il y a beaucoup d'incertitudes sur le déroulé des prochains mois. Et puis nous allons avoir un débat fondamental sur l'avenir de l'Union européenne, maintenant, avec ses 27 membres. David Cameron fait l'éloge de ses amis européens pour conserver l'avantage du marché unique en évitant d'en partager les obligations. En première ligne, l'accueil des réfugiés. Si le Royaume-Uni voulait, dans le cadre de cette négociation, et donc à son terme, accéder au marché intérieur, il faudrait que le Royaume-Uni en accepte toutes les règles. Bourse et cours du pétrole stabilisés, le Brexit donne du crédit aux eurosceptiques en quête d'un modèle. Avant les élections à venir en France et en Allemagne, ce divorce prend une autre tournure, celle d'une expérience pas si catastrophique que prévue. Et justement, Pascal Lamy, que cette sortie de l'Union se déroule sans trop d'accrocs, est-ce que ce serait un mauvais signal, le risque d'une contagion ? Non, je ne crois pas. Je crois que nous devons... Ceux d'entre nous qui pensent que notre avenir est ensemble avec les autres Européens dans une globalisation qui va continuer, on ne doit pas avoir une attitude ni arrogante ni punitive. Si les Anglais veulent faire une expérience de sortie, et s'ils y arrivent, on n'en est pas là, comme vient très justement de le dire le président de la Commission, on pensait tous que ceux qui voulaient sortir, il y avait un plan pour sortir. Et depuis une semaine, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Ils ne savent pas quoi faire, ils sont comme une poule qui a trouvé un couteau. Et d'ailleurs, c'est très mauvais pour tout le monde, parce que ça accentue les incertitudes économiques, pas bon pour la Grande-Bretagne, donc pas bon pour nous, donc en gros pas bon pour le monde. Donc franchement, c'est se shooter dans le pied. Mais s'ils veulent tenter une expérience qui consiste à nager tout seul dans la mondialisation, on va bien voir. Il faut être honnête. Ça n'est pas notre point de vue. Je ne pense pas qu'ils aient raison, mais après tout, ils l'ont décidé. On verra bien quand la copie finale, dans quelques années, parce que c'est pas pour tout de suite, quand la copie finale de ce que sera une Grande-Bretagne hors de l'Europe apparaîtra aux yeux des Britanniques. Alors, on l'évoquait tout à l'heure, il y a un problème peut-être d'appartenance au projet européen. Et il y a une vraie défiance aujourd'hui à l'encontre de Bruxelles, peut-être entretenue par les politiques. Comment vous expliquez ce sentiment de défiance, ce sentiment, cette distance en tout cas qui s'est instaurée entre les citoyens européens et leurs institutions ? C'est un problème de structure selon vous ? Non, je ne crois pas. Ce qui frappe quand on regarde les sondages,
c'est que les 27, les opinions des 27 veulent rester dans l'Europe. Si on demande aux Français, est-ce que vous voulez que la France sorte de l'Union européenne, la réponse est évidemment non. Madame Le Pen va dire le contraire, parce qu'elle est sur un truc identitaire, c'est son fonds de commerce aussi, oui. Il y a toujours des minoritaires qui sont, disons, plus identitaires, plus xénophobes, plus indépendants, plus souverainistes que les autres. Mais ça n'est pas la majorité, et d'ailleurs à nous de veiller à ce que ça ne devienne pas la majorité. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que la confiance dans la capacité de l'Union européenne à nous aider à affronter les défis de l'avenir, cette confiance-là a beaucoup baissé. La crise y est pour quelque chose, mais il faut aussi une Europe qui, comme on dit dans la langue de Shakespeare, qui délivre. Donc il faut davantage de fiscalité, d'harmonisation fiscale. C'est absolument pas normal que les entreprises n'aient pas les mêmes règles fiscales dans un territoire économique qui leur est commun. Ça fait des années qu'on le dit, mais les opinions là-dessus, elles ont raison. Il faut qu'on soit meilleur dans la transition énergétique, il faut qu'on soit meilleur sur le chômage des jeunes, et il y a des choses qu'on peut faire au niveau européen. Il ne faut pas tout attendre de l'Europe. L'Europe, c'est un tiers de la solution à nos problèmes. Les deux autres tiers, ils sont chez nous, ne serait-ce que parce qu'il y a des pays qui font bien et d'autres pas. Et donc, c'est effectivement à nous, en quelque sorte, de refaire la preuve d'Europe. Ceux qui y croient doivent être meilleurs dans la preuve d'Europe, et moi y compris, si je puis dire. Pascal Lamy, est-ce que ce Brexit peut permettre à la France de retrouver une place plus centrale dans l'Union et peut-être de renverser les valeurs? Vous parliez d'une Europe plus fiscale, plus sociale. Est-ce que justement on peut aller vers ça sans le contrepoint des Britanniques? Ces deux domaines où, effectivement, ils nous ont emmerdés pendant des années, parce que la fiscalité, c'est à l'unanimité. Et donc, s'ils n'étaient pas d'accord, on ne pouvait pas avancer, sauf des trucs compliqués qui consistaient à avoir un régime spécial pour la Grande-Bretagne. Quant au social, c'est vrai qu'ils ont toujours freiné, ce qui d'ailleurs est rend assez cocasse des propos que j'ai entendus en France, comme quoi c'était l'Europe pas sociale qui avait fait sortir les Britanniques. Les Britanniques ont toujours été pour moins d'Europe sociale. S'il y avait eu plus d'Europe, il y aurait eu plus d'Europe sociale, et donc, y compris chez les Britanniques. Donc, c'est des domaines où on va pouvoir faire un peu mieux probablement, mais il y a aussi des tas de domaines où ils vont nous manquer énormément. En matière de diplomatie, en matière de sécurité, c'est un pays qui a une vision mondiale. C'est le seul pays en Europe qui, avec la France, est capable de projeter des forces militaires à l'extérieur. C'est un pays qui a une explication, une intelligence du monde dont on a absolument besoin. L'un dans l'autre, je pense quand même que c'est une très mauvaise affaire pour nous tous. Merci Pascal Lamy pour cette analyse. Merci d'avoir répondu à nos questions dans le 64 minutes.